Castro. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Salut à tous et bienvenue dans le Club Mounegou. Le Club Mounegou pour le bilan de la première partie de saison 2019-2020. Et Rome sera là ce soir avec nous. Salut Rome. Salut Damien, salut tout le monde. Alors, Rome, petit préambule, je pense première chose qu'il faudrait préciser pour nos auditeurs, c'est qu'on enregistre cette émission assez tôt par rapport à la diffusion. Oui. Donc voilà, nous sommes le week-end, donc le lundi qui suit la rencontre, la victoire de Monaco face à Lille. Donc la diffusion, comme vous le savez, c'est toujours le jeudi, bien sûr. Mais évidemment, dans ce laps de temps, il y a le foie gras, mais il y a aussi peut-être une décision à laquelle nous sommes suspendus, Rome, et on peut pas forcément nous la prévoir pour l'instant. Non, on va forcément en parler, on va en débattre de Jardim, parce que ça a quand même été le gros fil rouge de cette phase allée. Mais oui, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas d'autres éléments qui feraient pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais on y reviendra encore une fois un peu plus tard dans l'émission. Oui. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, s'il y avait départ à venir de Jardim dans les jours prochains, on ne manquerait pas peut-être de faire une petite émission, une petite update au cas de l'émission. Alors, du coup, nous, en tout cas, ce qu'on peut faire déjà, c'est s'atteler à ce bilan, évidemment, c'est l'objectif de cette émission. Et le bilan, en premier lieu, du bilan chiffré, purement statistique. Donc là, c'est quelque chose qui va te plaire, Rome. Ouais. C'est les chiffres. Première question, est-ce que le bilan est si mauvais que ça ? J'ai quand même envie de dire plutôt oui. Le bilan est quand même très mauvais, évidemment. Là, si on regarde par rapport à l'année dernière, on est beaucoup mieux. On a 28 points, on a un match en retard. Certes, un match qu'on peut considérer comme perdu, encore que, on ne sait jamais, on peut peut-être réussir à grappiller un point. Mais ça reste insuffisant et on s'est fait éliminer également de la Coupe de la Ligue salement en plus. Donc globalement, ça reste un mauvais bilan, même si sur la dynamique, hormis cette défaite en coupe, la dynamique est mieux. Et c'est clairement ce début de saison qui nous a surtout plombé. Oui, alors tu parlais justement de la position de l'an dernier. On le rappelle, à la trêve la saison dernière, on était 19e avec 13 points. Donc c'était quand même un bilan famélique. Depuis, les dirigeants ont aussi revu leur copie. Il ne s'agit pas uniquement de Jardim pour le coup, mais au niveau du mercato. Et on a, avec un effectif qui est quand même nettement plus fourni et qualitatif, on est aujourd'hui 7e avec 28 points et donc ce match en retard. Ouais, mais tu vois, justement, on peut considérer que l'année dernière, on avait donc 13 points à la mi-saison, on avait fini avec 39. Donc ça veut dire qu'on avait fait 26 sur une phase retour qui avait quand même été d'un piètre niveau, hormis un bon mois vers le mois de février-mars. Là, au final, on a un match en moins, mais encore une fois, c'est face à Paris, donc on peut pas vraiment compter dessus. On a 28 points, donc en fait, c'est que 2 points de plus qu'une phase retour qui avait été, encore une fois, très décevante. Ouais. Après, il faut dire aussi, par exemple, ces 25 points, ils ont été repris sur les 12 derniers matchs. C'est-à-dire que... oui, ça par contre, oui. Voilà. Et donc là, on est 3e équipe depuis la 7e journée, à 5 points seulement, j'aurais envie de dire, du PSG, sur les 12 derniers matchs. Mais on paye très clairement ce début de saison catastrophique avec 3 points en 6 matchs, où là, déjà, toutes les questions, spéculations autour du cas Jardim étaient fortement relancées. Ouais, très clairement, ça avait très mal commencé. En plus, avec des recrues qui avaient eu du mal, comme Benjamin Lecomte, tout le monde attendait enfin d'avoir de nouveau un bon gardien, et dès le premier match, il fait quand même une énorme erreur sur le deuxième but lyonnais. On prenait des cartons rouges à quasiment tous les matchs. Slimani,
n'était pas encore là, et c'est quand même à partir du moment où lui a été associé à Ben Yedder qu'il y a eu un coup de mieux. Mais donc oui, ce début de saison était en tout point catastrophique. Même Ben Yedder au début n'arrivait pas à lui tout seul à faire des différences. Ouais, c'est vrai, je pensais à Ben Yedder. Récemment, ce qu'il a dit, c'est que lui, ça le dérangeait pas de jouer seul en pointe ou quoi. Mais je me souviens, son premier match, je crois que normalement c'est face à Metz. Il est seul en pointe et ce match se passe très mal pour lui. Enfin, en tout cas, il est complètement absent. On le sent isolé. On a l'impression, notre analyse en plus à ce moment-là, c'est de se dire que on fait de Ben Yedder le nouveau Falcao en pointe seul, où on n'arrive absolument pas à le fournir en ballon, quoi. Le constat était exactement le même en fait. Oui, le match avait été compliqué face à Metz. Il aurait pu et dû même certainement obtenir un penalty qui nous aurait peut-être fait revenir à 2-1. Donc le scénario aurait été différent, mais très clairement, c'était pas encore le Ben Yedder qu'on va avoir très rapidement après au final. Parce que globalement, toute sa phase allée est très bonne, à l'exception de peut-être des 2-3 premières rencontres. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ce match, cette première partie de saison qui démarre très mal, qui laisse augurer le pire, mais on a quand même un mea culpa assez inattendu, j'ai envie de dire, de la part d'Oleg Petrov, qui reconnaît ses torts, et ça peut-être que dans la suite de la saison, ça, je sais pas ce que t'en penses, mais ça a peut-être un peu aussi relâché la pression, j'ai l'impression, du côté du club, en tout cas dans le manque de résultats au départ. Je sais pas, très honnêtement, c'était vraiment, encore une fois, le tout début, il était encore un peu trop tôt pour tirer des conclusions, je pense. Est-ce que ça a fait du bien ou pas, j'en sais rien. Après, de toute façon, tout le monde l'avait bien remarqué, que le mercato avait été pas très bien géré, mieux que le précédent, même peut-être mieux que les 2 précédents, mais que ça avait été encore insuffisant, qu'il y avait eu trop de choix de dernière minute. Et on va encore en revenir. Le dernier choix de dernière minute, ça a été Slimani. Et il faut se rappeler quand même qu'au moment où il arrive, Slimani, 99% des supporters ne sont pas du tout contents de son arrivée. Oui, donc est-ce que toi t'en faisais partie déjà? Je m'en souviens plus. Moi, je sais que j'en faisais partie très clairement. Surtout qu'il y avait l'arrivée d'Augustin en parallèle dans le même temps. Voilà. Donc les deux, c'était combo quoi. En vrai. Ouais, et puis c'est surtout qu'en plus on avait eu quand même quelques autres noms qui avaient circulé pendant l'été. Alors il y avait eu André Silva, ça s'était pas fait pour une mauvaise visite médicale de mémoire. Après pour le coup, j'étais pas non plus très fan de ce profil-là, mais on avait parlé de il y avait eu cette folle rumeur Icardi. Ouais. C'est vrai, voilà, c'est ça, c'était lui. J'arrivais plus à me rappeler du joueur, mais ouais, c'est vrai, voilà, il y avait eu Icardi et très clairement quand on parle d'Icardi, même si t'y crois qu'à moitié, tu te dis qu'entre Icardi et Slimani, il y a quand même d'autres joueurs, et au final, Slimani a fait une dizaine de matchs extraordinaires. Là, ça semble un peu plus compliqué, et il est peut-être tout simplement en train de redevenir le joueur qu'il était réellement. Mais on ne pourra pas lui enlever, qui nous a permis quand même de nous relancer, quoi. Ouais. En tout cas, Monaco, donc du coup, qui se pose pour l'instant avec 8 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Il faut noter justement, on parlait de Slimani, Ben Yedder, de leur très bonne première partie de saison. Monaco est la 2e meilleure attaque du championnat avec 31 buts. Mais là où ça continue de pêcher, et là où on se souvient évidemment pendant l'été, on réclamait vraiment des renforts de façon insistante, c'est Monaco est seulement 14e meilleure défense avec 26 buts encaissés. Voilà, autant le potentiel offensant de Monaco n'est plus à démontrer, mais autant défensivement, les problèmes se poursuivent. Ouais, le problème c'est que tu dis on voulait des renforts en défense, ouais c'est vrai, mais à la base on voulait des renforts partout. On voulait un nouveau gardien, on voulait des attaquants parce qu'on savait que Falcao allait certainement partir, on voulait aussi renforcer le milieu et la défense. Il y a quand même le taf qui a été fait à peu près partout, il reste maintenant la défense. Clairement, Maripane a quand même un petit peu de mal à s'installer. Aguilar, on sait pas, là il s'est peut-être enfin lancé avec le match qu'il vient de faire ce week-end, mais très clairement, et d'ailleurs c'est ce qui circule là dans les derniers papiers à droite à gauche sur le mercato qui arrive, que Monaco quand même a envie de se renforcer en défense centrale, au poste de latéral gauche. Il y a déjà un accord d'ailleurs. Oui, il y a Pavlovic. Ouais. Exactement. Ouais, mais là pour le coup, il rejoindra pas tout de suite les rangs de Monaco, mais. Ouais, voilà. Mais donc, l'accord a déjà été trouvé. On verra ce que ça peut donner, mais en tout cas, malgré tout, on parle aussi d'un autre milieu de terrain
à mettre à côté de Bakayoko a priori et un latéral piston gauche selon si on continue de jouer en 3-5-2 ou si on passe définitivement en 4-3-3 ou autre. Alors là aussi où j'avais envie qu'on revienne un petit peu sur ça et attirer l'attention sur ça, c'est sur le stade Louis II, Rome, qui redevient une place forte dans ce, on peut le dire, hein, pour la SM, puisque le bilan est vraiment positif à domicile. Ouais, bah c'est la plus grosse différence avec la saison dernière aussi. C'est que la saison dernière, on était complètement plombé en plus par nos résultats à domicile. Alors j'ai plus la série en tête, mais on avait mis énormément de temps avant de nouveau gagner au Louis II. Je crois que la première victoire, c'était même pas en championnat, c'était en Coupe de la Ligue contre Lorient à domicile, il me semble. C'est pas impossible, ouais. C'est pas impossible parce qu'en Ligue des Champions, ça n'avait pas été bon non plus. Ça datait du mois d'octobre ou du mois de novembre, hein, début novembre peut-être. Je crois. Ça doit être ça. Alors que là, voilà, comme tu le dis, le bilan est très bon. Là, les 9 matchs, on parle de 9 matchs de championnat du coup. Oui, on peut aussi rajouter la victoire face à Marseille. Mais la défaite face à Lille. Mais il y a aussi la défaite face à Lille. Mais et le match en retard contre Paris. Et le match en retard contre Paris, effectivement. Mais en tout cas, sur les 9, oui, non, 6 mais bien victoires. sûr, le bilan est bon. Voilà. Effectivement, donc voilà, c'est quand même positif. On est aussi à plus 10 en goal average, donc ça marche bien à domicile. Mais il y a une contradiction aussi, Rome, c'est qu'on a un stade qui entrevoit maintenant un peu plus de succès, contrairement justement à cette saison précédente, et qui en même temps se vide de plus en plus. Bah, de toute façon, on n'est quand même pas connu pour être le public de France avec le plus de monde dans les tribunes. Bon, ça c'est sûr, mais ça peut revenir. De toute façon, c'est les résultats qui font venir les gens au club, enfin au stade, et ça dans n'importe quel club. Et nous, ça va se voir encore plus vite parce que déjà que même quand on arrive à faire des audiences correctes, ça reste quand même des affluences assez faibles en moyenne. Je crois que tu parlais de nos audiences à nous. Ah non, oui non, des affluences, pardon, et pas des audiences. Mais du coup, en plus, quand l'équipe tourne moins bien, que là en plus les mois d'hiver, le temps, etc. Ouais. Et bah tu vas moins au stade. Au final, quand tu signes à Monaco, pour le coup, en tant que joueur, tu sais que tu vas être quand même dans un club très particulier de ce côté-là. Certains disent que c'est une chance, certains disent que justement, c'est pas une chance d'avoir un tel public. Il n'empêche que là, ça tourne bien dans des stades vides, mais on tourne bien et c'est ça le plus important. Mais c'est vrai que moi, je me faisais la réflexion, enfin, je partageais cette réflexion à Boris lorsqu'on s'est rendu au stade pour cette 19e journée. Et oui. C'est vrai qu'en voyant le remplissage, alors ça s'est un petit peu garni ensuite dans les tribunes premières latérales pendant le match, au début du match, parce que les gens sont arrivés un peu tranquillou, voilà. Je me disais, mais au début, en arrivant un petit peu avant, c'était vraiment vide. Les ultras se comptaient presque sur le nombre sur les doigts de la main. Enfin, ils étaient à peine une poignée. Ouais. C'est vrai que je me suis dit. Honnêtement, j'arrive là, l'ambiance était très bizarre. J'ai partagé ce ressenti-là lors du dernier débrief. Et je me suis dit, je serais joueur, je pense que j'aurais eu énormément de mal à me motiver dans ce contexte, très clairement. C'est pour ça, c'est ce que je disais juste avant, c'est que dans ce genre de configuration, ça peut être un désavantage. D'un autre côté, t'as pas non plus la pression que peuvent avoir d'autres joueurs dans certains clubs, où t'as une ambiance de merde, où t'es sifflé à foison, comme ça peut être le cas de temps en temps au Vélodrome, par exemple. Donc c'est délicat. Je suis pas sûr réellement en fait que ça ait un impact plus que ça sur les joueurs. Bah après, je pense que certains pourraient être galvanisés un peu plus s'il y avait une ambiance un peu plus forte. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a quand même cette ambiance très feutrée qui contribue aussi à une discrétion dans les résultats, etc. Et qui contribue aussi à cette sorte un peu de marasme là dans lequel on baigne depuis plusieurs mois. Et qui aussi se corrèle avec la contestation qui est de plus en plus importante de Jardim. Tu parlais de manque de résultats, de mauvais temps, d'hiver, de froid, etc. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui de plus en plus ne veulent plus aller au stade
pour ne plus voir l'équipe de Jardim, ne plus voir Jardim tout simplement, ne plus avoir envie de se taper des purges, ce qu'on peut comprendre. Hein. C'est vrai que on peut se dire, moi j'ai pas envie de sacrifier mon samedi ou mon dimanche pour me voir un match de merde. C'est vrai que beaucoup de gens maintenant tiennent ce discours-là, on les voit. Mais oui, je sais, moi, c'est un discours avec lequel j'ai un peu de mal. De toute façon, moi, je vais pas au stade parce que je suis trop loin pour pouvoir aller au stade, mais il n'empêche que les matchs, je les regarde tous. Qualité ou pas qualité, victoire ou pas victoire. Disons donc, que voilà. qualité, moins qualité, on va dire que tu vas switcher plus facilement sur Miss France derrière, quoi. Non, je vais regarder les deux en même temps. Je vais regarder les deux en même temps. Alors, en même temps, celui-là de match, il était particulièrement mauvais. C'est vrai. Ouais. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est cette qualité-là des matchs qui est vraiment très médiocre depuis le début de saison. On parlait du contenu, alors on parlait du bilan justement, on parlait de plus de chiffres, mais c'est vrai qu'il faut aussi regarder le bilan sur le fond de jeu. Et hormis ce dernier match face à Lille, qui a laissé entrevoir une prestation plus convaincante, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très 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 moyennes, et surtout les dernières sorties en fait, que ce soit face à Angers ou alors des défaites contre Bordeaux ou quoi, même des victoires hein, contre Amiens qui sont pas forcément très belles. C'est surtout le problème du fond de jeu où là clairement ça ne répond plus, quoi. Non, mais tu viens de le dire, il y a eu très peu de bons matchs en fait. Là, il y a eu celui-là, et encore que celui-là, moi je l'ai pas regardé en direct, je l'ai regardé dimanche matin du coup. Et j'étais plutôt d'accord avec toi quand tu disais que l'écart était, lors du débrief, que l'écart était peut-être un petit peu plus important que la réalité du match, parce qu'au final, faut pas oublier que Maripane est quand même très très proche de prendre son rouge. Ouais. Et je pense, et à ce moment-là, ça peut tout changer, parce que peut-être qu'on mène 2-1 ou il y a un partout. C'est l'un ou l'autre. Donc après, derrière, ça se goupille bien en deuxième mi-temps. Maintenant, sur ce qu'on a vu le reste de l'année, on a eu des bouts de match. Bon, on avait eu un superbe début de match face à l'OM, où on mène 2-0 très rapidement quand même en championnat, avant de s'écrouler de manière assez stupéfiante. Et ça a même été le cas lors de d'autres rencontres. Mais c'est vrai qu'on avait eu du mal à réellement faire 90 minutes pleines. Là, ça semble avoir été le cas ce week-end. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment tirer des conclusions de cette rencontre ? Malheureusement, je pense pas. Mais en tout cas, elle a le mérite d'exister et elle fait du bien. Ouais. Alors du coup, tu parlais de cette rencontre face à Marseille. Ça nous rappelle aussi un petit peu l'an dernier où on s'écroule un peu sur la fin, notamment crucifié par Valère Germain, ton idole. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu des matchs comme ça où on était incapable de tenir, et toujours la même fragilité mentale justement de cette équipe, parfois qui semble se révolter, parfois qui semble totalement subir. La rencontre face à Lille, c'est une nouvelle une interrogation de plus finalement à cette au mental de l'équipe. Est-ce qu'elle s'est révoltée après la claque en Coupe de la Ligue ? Est-ce qu'elle a voulu soutenir son coach ? On ne sait pas, au final. Je sais pas, mais les interrogations, de toute façon, elles sont essentiellement défensives. L'attaque, elle fonctionne bien. Bon, là, on en a mis 5, voilà, encore une fois. Mais ça reste une surprise parce que c'était Lille qui est dans le top 3 de Ligue 1. Donc, on venait d'en prendre 3 en plus 3 jours avant. Pas tout à fait la même composition d'équipe, mais pas non plus une révolution entre les deux équipes. Donc, le vrai problème, c'est derrière. Devant, on est bon. On est globalement très bon. Et on a gagné plein de rencontres en encaissant des buts, en fait. On a fait combien de clean sheets depuis le début de saison ? Je crois qu'on en a que 5. Mais ça me paraît même beaucoup, presque. Ouais. Ça me paraît presque beaucoup. Sur 20 matchs, du coup. Parce qu'on n'a pas Paris. Donc, sur 20 rencontres. Enfin, ça me paraît beaucoup, mais en fait, c'est très peu. Peut-être 5 sur l'année civile. J'ai vu passer un chiffre qui ressemblait à ça. 5 clean sheets, mais peut-être uniquement sur l'année civile, je sais pas.
Dans tous les cas, c'est très peu. Alors qu'en attaque, paraîtrait vraiment très très peu. Alors du coup là, oui. En attaque, là maintenant, ça se passe très bien. L'année dernière, c'était compliqué parce qu'il y avait que Falcao. Après, dans la deuxième partie de saison, avec Gelson, qui avait fait un petit peu de bien. Ouais. Mais au final, c'était quand même, ça avait duré que très peu de temps et jusqu'à la fin de saison, ça avait été très mauvais offensivement. Là, offensivement, on est vraiment très fort. Voilà. Ben Yedder, Slimani, Golovin, Baldé, qui de temps en temps quand même apporte sa pierre. Augustin. Donc au final, il nous aura mis qu'un but, mais c'était le but qui nous faisait en partie nous qualifier contre l'OM. Jovetic revient. C'est justement, voilà, on va discuter, mais juste pour revenir sur le nombre de sur le nombre de ça fait 6-7 attaquants quand même de très bon niveau, quoi. Ouais. Sur les clean sheets, on est à 5 en championnat. Ok, on est bien à 5. Ouais. Parce qu'il y a la victoire face à Dijon 1-0, face à Nantes 1-0, 2 matchs face à Reims et Angers 0-0. Donc on est bien à 5. Mais on a encaissé combien de buts 26. Alors on a encaissé 26 buts, voilà, et 31 buts marqués. Donc ça veut dire sur 13 matchs, vu qu'il y a 5 clean sheets, ça fait 13 matchs. Donc par contre, dans les autres matchs, on en prend 2 de moyenne, quoi. Ah oui. Clairement, c'est compliqué, quoi. C'est tarif. Ouais, la seule défaite où on a encaissé qu'un but, normalement, c'était face à Saint-Etienne. Voilà, 1-0. Sinon, minimum, c'était tarif, c'était Bordeaux, par exemple, 2-1. Voilà. Mais globalement, une défaite 1-0, il n'y a que contre Saint-Etienne. C'est vrai que c'est minimum 2 buts quand on perd. Et quand on gagne, c'est souvent un but ou deux aussi dans la musette. Voilà. Et oui, donc c'est bien pour ça. Le vrai souci, mais tout le monde le sait de toute façon, c'est la défense. On a commencé, on a reconstruit l'attaque, on a reconstruit le milieu, avec surtout l'apport de Bakayoko. Il reste à reconstruire derrière. Alors du coup, pour terminer sur cette partie un petit peu bilan, on a pas mal évoqué là déjà le championnat. Retour rapide sur la coupe, puisqu'il n'y a pas grand chose non plus à dire. Finalement, le parcours c'est très vite terminé. Ouais. Victoire face à Marseille, 2-1, et puis derrière défaite face à Lille, donc 2 rencontres à domicile au coup. Mais voilà, un arrêt en 8e de finale. Rome, tu te souviens de ton pronostic sur la Coupe de la Ligue ? J'étais en train d'essayer de m'en rappeler. Non, très honnêtement, j'en sais rien. Je suis très bien capable d'avoir 10 quarts de finale comme titre, hein. Donc je ne sais pas. Il faudrait vérifier. Ouais. J'avoue que pour moi, j'avais mis quelque chose d'assez flou, sur les deux coupes d'une manière globale. Ce que tu m'avais reproché d'ailleurs. Mais je pense que j'avais mis Coupe de France, ça saute aux Coupes de la Ligue. Il y en a une des deux, ça va sauter au 2e, 3e tour, et l'autre genre un quart de finale ou quoi. J'avais fait un truc un peu comme ça, donc voilà. La Coupe de la Ligue, a priori, c'était pas bon dans les deux cas. Ouais, c'était un peu évasif, mais je voyais pas forcément un beau parcours en coupe, quoi. Et la Coupe de France aussi là qui arrive face à Reims. Ce sera pas forcément non plus une sinécure, hein, parce que Reims ne fait pas partie des petits clubs, des petits poussés. On n'a pas été en soi totalement gâté par le tirage. Et puis surtout, Reims fait une belle première partie de saison, puisqu'ils nous devancent au classement, mine de rien. Donc oui. Voilà. Oui. Mais j'espère surtout en fait qu'on aura droit à une vraie belle composition d'équipe, quoi. Moi, j'étais un petit peu déçu quand même de la compo face à Lille en coupe. Voilà, sans forcément se dire on a vu le week-end avec l'équipe type, ça n'a pas été la même. Non, parce que tu ne peux pas comparer d'un match à l'autre. Il n'empêche que il y avait 2-3 joueurs, j'aurais bien aimé aussi les voir en coupe. Tant pis, quoi. Mais parce que la Coupe de la Ligue, non pas que ça soit la dernière édition, mais en fait c'est une compétition qui va vite. Là, voilà, tu te retrouvais directement en quart. En plus, on a vu Lille, ils reçoivent en quart. Je sais plus qui, mais je crois qu'ils reçoivent. Donc on peut, en extrapolant, se dire que ça aurait été nous à cet endroit-là. Donc c'est dommage, quoi. Je trouve qu'on aurait dû la jouer un peu plus à fond, cette coupe. Ouais, comme dit Boris, on joue un match par semaine, il n'y a pas forcément besoin de faire tourner. Oui, en plus. Donc bon, c'est une question de management aussi, il faut comprendre ça, c'est-à-dire il y a une obligation de faire jouer, de participer tout le monde, sinon on met beaucoup trop de gens en dehors des objectifs et des... On est vraiment obligé de faire participer Jean-Kévin Augustin. Est-ce qu'on est vraiment obligé de le faire participer ? Franchement. Là, on fera participer certainement contre Reims, oui, pour le sentir qu'il se sente concerné, mais c'est vrai que... On n'est pas obligé non plus. Non. Il faut pas. En plus, il y a Jovetic qui revient, donc il faut encore moins, quoi. Même si ça a duré que 2 matchs, hein, parce que malheureusement pour lui, il va se repléter
comme d'hab. Mais en tout cas, le temps où il va être là, j'espère qu'il va lui passer devant quand même. Bah oui, faut espérer aussi. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça. En tout cas, on parlait un petit peu des performances collectives. On a vu aussi le retour du 3-5-2 contre Lille. Enfin, non, pas 3-5-2, 3-4-3. En tout cas, un système un petit peu différent, un peu qui mélangeait différentes choses. Mais voilà, ce 4-4-2 qui était revenu en Coupe de la Ligue contre Lille a vite été de nouveau abandonné par Jardim. Donc est-ce que ça renforce à nouveau un système avec 3 défenseurs derrière pour toi, d'avoir enchaîné la victoire face à Lille? Je sais pas, je pense que oui, mais en fait c'est aussi le gros problème depuis le mois d'août, c'est qu'on a joué quand même avec plein de schémas tactiques différents et que dans tous il y a des bonnes choses, mais qui en créent aussi des moins bonnes. Moi, le 4-3-3 m'avait pas trop déplu qu'on le laissait, même si c'était pour mettre Slimani à gauche. Slimani, même si c'est pas un pur ailier, je vois pas trop le problème en fait de faire jouer un joueur comme ça à ce poste-là. La Juve, ils l'ont fait des plombes avec Mandzukic qui avait pas non plus un profil d'ailier. Baldé a pas non plus spécialement un vrai profil d'ailier en fait. Donc mais le souci, c'est que du coup, on avait plus de difficultés derrière. Donc repasser à 3 défenseurs centraux, peut-être, mais pour le coup, je pense que je vais préférer le 3-4-3 au 3-5-2. Bon, on peut pas s'empêcher en tout cas de trouver que le 3-5-2 c'était un peu un système transitoire en fait. C'était rassurer la défense, resserrer un petit peu le bloc, essayer de faire en sorte d'être plus compact, et une fois que tout ça, tout ce petit monde est rassuré, changer à nouveau de système pour aller sur quelque chose d'un peu plus pas j'allais dire typique Ligue 1, ou en tout cas un peu plus normal, ordinaire. C'est vrai que le 3-5-2 c'est pas forcément un système qui est très très utilisé en Europe ou partout dans le monde, j'ai l'impression. Mais voilà, partir sur quelque chose d'un peu plus basique. Le 3-4-3 encore moins, je pense. Encore moins, ouais. Mais du coup, est-ce que... je pense qu'on s'est tous dit que ça allait être uniquement un système de transition, mais il y a du coup un flou qui règne en fait, qui règne sur le plan tactique, encore sur l'impression que même si on a fait la majorité de nos matchs en 3-5-2, on a l'impression que ça reste uniquement un système de transition, quoi. Oui, je sais pas réellement, mais encore une fois, on n'est pas capable de dire quel est réellement le meilleur système. Là, le 3-4-3, moi très honnêtement, sur le papier il me plaît, mais il me pose aussi un gros problème, c'est au milieu de terrain. Et que Bakayoko avec Golovin, je sais pas si c'est assez dur, assez suffisant pour tenir, un peu à l'instar d'un milieu à 2 dans un 4-4-2. On a fait des merveilles, mais avec Fabinho c'était Bakayoko, donc avec lui c'était pas Golovin, mais c'était Fabinho, donc un profil beaucoup plus défensif. C'est aussi ça fait énormément débat en ce moment pour le PSG de jouer en 4-4-2, mais ils n'ont pas forcément non plus des gros milieux très travailleurs, même si peut-être que Paredes est en train de se transformer en ce moment. Donc c'est le seul petit bémol que je mets à ce 3-4-3, c'est vraiment ce milieu de terrain axial. Après, force est de constater qu'on est quand même plus à l'aise avec 3 mecs derrière. Alors ils sont pas terribles, mais au moins le fait d'être 3, ils rattrapent de temps en temps les conneries des autres, quoi. Ouais, même si par exemple sur le but là de Oui. Osimhen, là t'as encore un mec qui se fait prendre de vitesse, quoi, malgré qu'il soit 3 derrière, quoi. Ça reste imparfait, hein, on est d'accord, mais il faut quand même reconnaître que ça semble être un peu mieux. Voilà, c'est loin d'être suffisant, mais c'est déjà mieux que quand ils sont plus que 4 derrière, où là on prend que des valises, quoi. Ouais. En tout cas, sur le bilan des joueurs, on en a parlé, c'est une attaque qui est en train de survoler un petit peu. On va pas dire survoler le championnat, mais pas loin, puisque mine de rien, Monaco est 2e meilleure attaque du championnat de Ligue 1, et c'est porté par un gros duo. On avait déjà consacré un club Mounegou sur le duo c'était avec Boris et Raphaël Cosmidis, donc je vous conseille d'aller l'écouter. Mais c'est évidemment Wissam Ben Yedder et Islam Slimani qui ont formé la doublette de cette première partie de saison, et une doublette qui marche très très fort, puisque les deux totalisent 19 buts et 10 passes décisives, donc on est quand même sur des très grosses stats là. Ouais, non, tout à fait. C'est vraiment le gros point positif du mercato d'été. Ben Yedder, tout le monde s'en doutait.
que ça serait une réussite. Alors peut-être pas forcément avec ces chiffres, peut-être que certains espéraient mieux, mais bon, ça reste évidemment de très bonne qualité. Et Slimani, comme on l'a dit, c'est la bonne surprise. Là, c'est quand même plus compliqué depuis un mois. On verra. Il y a eu sa suspension, la trêve internationale, donc il n'a pas joué pendant un moment. Et là, déjà, avant sa suspension, ça commence à être un petit peu moins bon depuis 1 ou 2 rencontres. Depuis, il y en a eu donc de nouveau 2. Ce penalty raté en coupe, alors qu'on pouvait potentiellement revenir dans le match. Ce week-end, il était carrément sur le banc. Il est rentré en toute fin de rencontre, donc on ne peut pas le juger. Ça semble être un peu plus compliqué. Pour le coup, sur les quelques actions, il a fait des choses bien, donc ça peut-être. Et dans une équipe aussi qui était, je veux dire, les 20 dernières minutes, moi, à partir du moment où il y a le 4-1, même le 3-1, on est quand même très bon, quoi. Oui, mais c'est en ça que justement je répondais à Boris que je disais à Boris, faudrait qu'on fasse des changements. Il me dit ouais, mais pourquoi faire ? Je dis on est bien, il y a rien besoin de faire changer là. C'était justement pour faire rentrer des mecs dans un contexte très positif. Donc c'était pour qu'ils puissent s'imprégner de ça aussi. Je pense que mentalement ça doit faire du bien aussi. Oui, voilà. Donc clairement c'est la superbe entente à laquelle on s'attendait pas forcément, mais voilà, c'est les bonnes choses du mercato, un mercato d'été qui, encore une fois, que moi je vais le dire parce que ça pose problème à pas mal de gens visiblement sur Twitter, le mercato d'été est bon, il est incomplet, mais il était tellement énorme en fait, parce que tu te rends compte que Ben Yedder, Slimani, c'est des réussites. Aguilar, bon, ça a mis du temps à se mettre en place. On peut espérer que ça devienne quand même plutôt une bonne chose. Le Comte, c'est quand même une réussite. Il y a eu quelques matchs compliqués, mais depuis, quand même, c'est très très fort. Donc, Bakayoko a fait énormément de bien. Donc, le mercato, globalement, il est bon. Le problème, c'est qu'on avait besoin quasiment d'une équipe complète, quoi. Mais si tu fais pas ça sur un mercato, c'est impossible. Mais si tu veux bien, j'attendrai qu'Adrien vienne nous dire à quel point il trouve le mercato bon, si ça te dérange pas. Ah bah de toute façon, c'est surtout à lui qu'on demande. Hein, voilà. En tout cas, pour revenir du coup rapidement sur cette doublette, Ben Yedder, qui en plus est meilleur buteur du championnat, mais qui est talonné par Mbappé, qui revient fort malgré un mois d'absence. Donc, vous avez eu votre débat samedi sur est-ce que c'était important qu'un joueur. Moi, je sais pas si c'est important. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est souvent très bon signe. T'as quand même rarement le meilleur buteur du championnat qui est pas dans une des 3 premières équipes, je pense. Ouais. Et en tout cas, ce qu'il faut remarquer, donc je me suis un petit peu penché sur les stats toulousaines de Ben Yedder. Il est sur ces 4 saisons-là, il a à chaque fois marqué 14 buts minimum. Donc on peut arrondir à une quinzaine. Il approche même les 20 avec 17 buts en 2000, je crois que c'est en 2015, je crois, 2015-2016. Il part, quoi. Ouais, sa dernière saison. Mais il est à ce chiffre-là avec plus 1000 minutes de jeu en plus que ce qu'il a actuellement. D'accord. Donc voilà. Oui, non, mais de toute façon. Il est sur une très bonne. Moi, ça m'étonnerait pas qu'il finisse à 25 buts. Il est à 13, tu multiplies par 2, allez, même à 26 buts. Ça me surprendrait pas. Maintenant, l'autre question, du coup, c'est est-ce que tu vois pas aussi Mbappé finir à 28-29, quoi ? Ah oui, non, mais ça, c'est sûr que lui, il va certainement. Et là, autant, je pense que Ben Yedder, il peut quand même. Je le vois pas aller chercher les 30, autant Mbappé, il peut aller les chercher. En tout cas, ce qu'on voit Ben Yedder, c'est qu'il est vraiment de plus en plus ce finisseur, quoi, ce renard des surfaces. Ce qui fait qu'il y aura forcément des situations, je pense, où il sera capable d'en mettre. C'est sûr. Voilà, mais c'est vrai que ça risque peut-être d'être plus compliqué. Il faudra voir la forme de l'équipe, évidemment, en deuxième partie de saison, de l'attaque, celle de Slimani, parce qu'on a dit, c'est ce qu'on disait dans l'émission, donc nos clubs Mounegou sur le duo Slimani-Ben Yedder. Donc encore une fois, je vous invite à aller écouter. Mais ce qu'on disait, c'est que voilà, il était créateur d'occasion, Slimani. Donc du coup, si sa baisse de forme n'est que passagère, ou est-ce que c'est un retour à la normale pour lui? Ça va peut-être aussi influencer et conditionner la deuxième partie de saison de Ben Yedder aussi. Tout à fait. Ouais. Mais ce week-end, il a marqué sans Slimani. C'est vrai, ce qui était plutôt rare. Du coup. Il en a planté 2. Et puis encore une fois, je vais faire plaisir à Boris, mais j'ai envie de voir ce que ça peut donner avec Jovetic. Hein. Oui, parce que tu parles de créateur d'occasion, pour le coup, Jovetic, il le fait, et il le fait depuis plus longtemps à plus haut niveau que Slimani. Slimani, c'était une surprise de le voir arriver et de le voir faire ça. Jovetic, c'est ce qu'on attend de lui. Donc, ouais. Mais après, alors tu parlais de Jovetic, moi j'allais parler de quelqu'un d'autre, c'était plutôt Baldé,
qui, dans le 3-4-3, s'est montré assez complice justement avec Ben Yedder. Et je trouvais ça aussi de bon augure pour la suite de la saison en cas de petite baisse de Slimani, tu vois. Ah mais moi de toute façon j'ai toujours beaucoup aimé ce joueur qui est Baldé, même si bon il brille surtout par son irrégularité, mais dans ce schéma de jeu 3-4-3 avec Ben Yedder en pointe, pourquoi pas lui et Gelsons pour entourer Ben Yedder. Encore une fois, on a du choix, voilà, on en a 6-7 des attaquants quand même. Alors tu mets Augustin un ton en dessous, mais là si tu considères que l'attaque titulaire c'était celle de ce week-end, et que celle du coup qui peut être la seconde attaque, ça serait Jovetic, Slimani, Pellegrini. T'es gentil de mettre Pellegrini quand même. Ah oui, mais bon, même Augustin, ok, on compte pas du tout Pellegrini, mais Augustin, Slimani, Jovetic, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont ça en Ligue 1, même titulaire quoi. Ouais. Et nous ça serait que notre deuxième. Donc non, encore une fois, c'est vraiment pas le problème devant. Ouais. Ça. Non, le problème c'est derrière. C'est pas ça le problème. Ouais. Ah oui. On a 4 joueurs en défense centrale, justement. On va basculer sur les défenseurs centraux. Maripane, Gemerson, Badiachil. Là, j'ai envie. Il n'y a pas de distinction à faire, hein, comme j'ai dit. J'ai ce que j'ai mis donc là sur notre petit papier. Tous coupables. Ouais, moi j'en ferai quand même des petits distinguos, mais moi surtout j'ai un coup de gueule en plus contre moi-même parce que c'est Badiachil. Badiachil pendant très longtemps, moi je voulais pas spécialement le voir jouer, je trouvais que c'était trop tôt en plus de le faire jouer dans une équipe en difficulté sur le plan collectif, c'était pas une bonne chose pour son début de carrière et qu'il valait mieux laisser Gemerson et Glick et puis jusqu'à la fin de saison dernière. Et là en début d'année il avait été plutôt correct. Et il m'avait presque fait changer d'avis, je le mettais titulaire avec Glick, et puis là en fait sur les derniers matchs c'est le pire en fait. Enfin, ouais. C'est catastrophique. Du coup, moi je suis désolé, mais Glick il fait la moitié de ce que fait Badiachil, mais c'est le feu sur les réseaux sociaux, parce que de toute façon dès qu'il y a un but d'une manière ou d'une autre, on va trouver une solution pour que ça soit de sa faute. Mais Badiachil, après c'est quand même souvent le cas aussi. Oui, mais c'est moins le cas que les autres. Très honnêtement, c'est moins le cas que les autres. Beaucoup moins le cas que les autres. Mais on en parle beaucoup plus. Mais regardez bien tous les matchs et même les bonnes interventions. Ce week-end encore, ça a été le meilleur derrière. Et Maripane a été catastrophique. Ouais. Mais bon. Ouais, Maripane, clairement, pour l'instant, ça ressemble à une erreur de casting. Je l'avais mis en pire recrue, parce que 18 millions d'euros en plus, faut quand même pas l'oublier. 18 millions d'euros. Ouais, on se fout de la gueule de Lyon avec Anderson, c'est à peu près les mêmes sommes, je crois, c'est même un peu plus. Mais Maripane, c'est un beau flop pour l'instant quand même. Ouais. Et puis il y a aussi là encore, on parlait autour de Jardy, mais c'est vrai que ça cristallise encore les tensions autour de ce joueur, puisque Glick, Gemerson, ce sont des mecs qui sont indéboulonnables dans l'esprit de Jardim, pourtant malgré des performances qui sont largement discutables aussi, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi qui joue un peu contre eux, parce que une bonne partie du public ne supportant plus Jardim, ne supporte plus non plus ces hommes de base. Ouais. En tout cas, ceux qui les arrangent, parce qu'il y en a d'autres, des hommes de base. Jardim, Ben Yedder, c'est un de ces hommes de base. Golovin, c'est aussi un de ces hommes de base. Tu vois, il les fait jamais sortir. Là, on lui dit rien. Donc bon, c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Ouais. Après, est-ce qu'il y a hommes de base, c'est-à-dire ceux qu'il met en titulaire indéboulonnable, et ceux qui sont vraiment c'est généraux entre guillemets, voilà, parce que par exemple, quand il a essayé encore une fois, Badiachil, c'est peut-être même limite celui qui a le plus joué. En tout cas, Badiachil, il a donc j'ai regardé un petit peu la récap là chiffrée de SM History sur Twitter. Badiachil, c'est sur l'année 2019 quand même, c'est 30 matchs. Mais c'est pour ça, je pense que c'est celui qui a joué le plus. Peut-être derrière Glick. Glick en a 37, exactement. Ouais, je crois le plus c'est Golovin, il me semble, avec 39 ou ça. Mais Glick est deuxième avec 37. Mais sinon, Badiachil est quand même déjà à 30 matchs. Alors sur l'année civile, certes, mais mine de rien, 30, c'est beaucoup. Donc on lui a donné sa chance, j'ai l'impression. Je sais pas. Ah oui, il a ça. Non, ça c'est vrai que. Non, parce que comme il fait pas jouer les jeunes, après moi c'est vrai mais il y a aussi on a vu beaucoup ce discours de il est en train de le flinguer parce que à un moment donné il était sur le match il était sur le banc pendant 3 matchs, pardon. Au final, non, il est aligné très régulièrement. Alors après, les conditions sont peut-être pas favorables. Après, peut-être qu'il a du mal à le mettre dans les meilleures conditions aussi. Je ne sais pas comment ça se passe entre eux.
Mais ce qui est Mais, dommage, encore une fois, c'est qu'il a eu une bonne période. Je te dis, moi-même, j'étais en train de me dire pourquoi pas, en Mais- fait, de le faire devenir titulaire. Si Et on au regarde final, bien, sa bonne période, du coup, c'était il y a un an au final. mais même là, en début de saison, il y a eu 3-4 matchs de suite dans la défense à 3 où souvent, à la fin des rencontres, c'était celui qui avait été le plus propre, qui n'avait pas fait de grosses erreurs. Mais le problème, c'est que ça n'a pas duré, quoi. Et au niveau de la défense, alors on a parlé de la défense centrale, maintenant il faut revenir sur les latéraux. Et là, il y a aussi matière à discuter et beaucoup de déceptions. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué parce que déjà, comme on l'a dit, est-ce que c'est des latéraux, est-ce que c'est des pistons, est-ce que même dans le nouveau schéma de jeu, ça sera quasiment des ailiers, parce que dans un 3-4-3 avec 4 milieux qui sont à peu près à la même hauteur, avec 2 ailiers devant quand même, hein. Si tu comptes Baldé et Gelson, c'est eux qui vont prendre les côtés aussi, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, oui, c'est que des déceptions. Aguilar, on peut espérer que il va se réveiller et sa dernière rencontre est très alléchante. Mais par contre, de l'autre côté, c'est Fado, ouais, j'allais encore la faire. Fodé Ballo-Touré, c'est clairement une nouvelle déception. On rappelle, c'est quoi? C'est 13 millions, 13-14 millions, non? Quelque chose comme ça à Lille. ça doit certainement être au mois de un janvier. truc du genre. Voilà, Ouais. une petite quinzaine. C'est beaucoup, c'est pas bon. Et au final, on a eu des ailiers. Ce sont les ailiers qui ont assumé le rôle de piston dans ce 3-5-2. Gelson Martin et Gil Diaz qui ne sont pas vraiment dans leur rôle de prédilection et qui ont été forcément assez décevants, même si on peut leur trouver des circonstances atténuantes. Ouais, mais moi, Martins, de toute façon, pour moi, il doit être titulaire de cette équipe. Il fait partie des. Mais pour le coup, je l'aimais pas à cette position de piston parce qu'il jouait complètement contre nature. Diaz, il joue quand même moins contre nature, même s'il a aussi un profil d'ailier. C'est quand même un joueur qui est moins offensif. Tu vois, je mettrais pas Gil Diaz sur une ligne de 3 devant. Alors que tu peux mettre Gelson Martins comme ça a été le cas ce week-end. Donc après Diaz, non, le vrai problème de Diaz, c'est qu'il est ultra limité, mais on va dire qu'il brille par sa médiocrité, mais il est jamais nul. Il est jamais catastrophique. Ce que peut être Fodé Ballo-Touré. Alors que Ballo-Touré peut peut-être être meilleur, mais il peut aussi être tellement plus catastrophique que du coup, tu fais jouer un joueur, tu sais que ça va être très moyen, mais bon. En attendant mieux, encore une fois, on parle d'un recrutement là, d'un latéral piston gauche, et c'est clairement, je sais pas si c'est le poste le plus important, parce que certains vont dire non, c'est un défenseur central, mais en tout cas, si c'est pas celui-là, c'est un des deux, quoi. Ouais, non, bien sûr, il faudra recruter, hein, mais c'est vrai qu'on a Aguilar déjà de l'autre côté, donc on va pas se dire il faut recruter, il faut lui laisser cette deuxième partie de saison, voilà. Faut laisser un petit peu de temps quand même, et pas nouveau club, c'est particulier donc il faut laisser un peu de temps. Si à la fin de l'année il nous a fait une deuxième partie de saison comme la première, c'est-à-dire qu'avec une ou deux bonnes rencontres, là on pourra dire que c'est une vraie déception. Pour l'instant, il reste encore une vingtaine de matchs, donc on verra. Non, je te disais une bêtise d'ailleurs. Golovin et Glick sont les joueurs qui ont le plus joué en 2019 avec 37 matchs tous les deux. Voilà. Il n'y avait pas de 39 ou 37. Les deux sont à 37. Ouais. Et Badiachil est quand même le troisième joueur en 2019 le plus utilisé, 30 matchs donc, juste derrière Gelson Martins. Voilà. Jemerson est quand même à 28. Mine de rien. Oui, non, mais après, je doute pas qu'il ait pas non plus une avance monumentale sur les autres, mais il est plutôt en haut, quoi. Ouais. Voilà. Donc la défense, clairement, ça, on le sait, c'est le chantier. Hein, on en parle de toute façon très régulièrement depuis le mois d'août, que ce soit par les gazettes quand on tirait le signal d'alarme, que ce soit par les débriefs quand on constatait qu'on avait eu raison de tirer le signal d'alarme, et quand on est là en Club Mounegou bilan où on se dit qu'on a encore eu raison de tirer le signal d'alarme. La défense, ça ne va toujours pas. Alors évidemment, pour protéger cette défense, il y a le milieu de terrain. Même si voilà, tu parles de Bakayoko, que on sait c'est ton petit chouchou pas bon. Pas bon, s'il te plaît, arrête un peu. Il te fait mal. Alors en tout cas, c'est un renfort qu'on a enregistré en fin de mercato également, mais on sent qu'il y a encore des difficultés au milieu de terrain à trouver la bonne formule, ou en tout cas un joueur qui pourrait lui être complémentaire pour avoir beaucoup plus de certitude au milieu de terrain.
Ouais, mais encore une fois, ça a pas mal bougé au milieu de terrain, en tout cas dans la composition tactique. Il y a deux joueurs qui sont indéboulonnables, Bakayoko et Golovin. Ouais. Mais on en revient du coup au souci de tout à l'heure, c'est qu'avec ce milieu comme ça, je sais pas si c'est l'idéal en fait d'avoir cette paire-là au milieu de terrain. Il faut, alors peut-être qu'Adrien peut remplir un peu plus le rôle, Fabregas il peut clairement plus. Parce que Ouais. il peut plus courir Non, c'est sûr. suffisamment pour être dans un milieu à deux devant la défense. Donc il faudrait repasser un milieu à trois. Donc du coup ça recomplexifie. Ou alors Golovin tu le fous dans les trois de devant. Mais est-ce que c'est non plus une très bonne idée Non, je suis à pas la place certain. de Baldé par exemple, tu vois. Ouais. Donc c'est là où tout est compliqué au niveau du schéma tactique. Il faut trouver à défaut de trouver le meilleur, il faut trouver le moins pire. Mm. Et Bah, bon. ouais. Moi, je sais que je veux quand même deux attaquants, en tout cas quelqu'un à côté de Ben Yedder. Donc c'est vrai que voilà, je Mais ça préfère- revient au même en fait. Même si tu veux deux attaquants, donc peut-être. Ah, c'est vrai que toi t'étais Oui, j'étais parti Monsieur sur un 4-4-2 Losange, 4-4-2 c'est vrai. losange, ouais. C'est vrai, Mais c'est c'est vrai. vrai que même le 3-5-2 me convenait beaucoup plus que par rapport à ces deux attaquants-là. Je préfère avoir un joueur avec deux attaquants. Ça, c'est un goût personnel aussi. Mais voilà, Oui, c'est mais vrai que 3-5-2, tu bousilles Gelson Martins. ouais, ouais, mais après, Gelson Martins, honnêtement, vu son niveau de performance, j'ai pas forcément envie de le considérer comme un joueur à mettre prioritairement sur le terrain, quoi. Ah, si, moi si. Bah, je suis assez déçu, en fait, globalement, par Gelson Martins. J'avais beaucoup d'attentes, peut-être trop, après son arrivée. Mais globalement, bah, depuis le mois de mars, en fait, j'ai pas grand-chose de positif, quoi, sur lui à trouver, quoi. Oui, non, mais après, oui. Mm. Pourquoi pas. Mais en tout cas, le milieu de terrain, oui, voilà, il faut encore, il y a encore des manques. Adrien Silva a un niveau assez moyen aussi, hein, globalement. Parfois de bonnes choses, Neutre. parfois de mauvaises. On sent que Bakayoko est quand même un peu seul. Et Golovin, parfois aussi un peu brouillon, même si c'est lui qui prend clairement la mesure du jeu. Celui où il est clairement, par contre, où c'est en déclin total, c'est Fabregas. euh, qui est capable, parce qu'il a une qualité technique supérieure de balle au pied, de faire des différences ou d'éclairer un petit peu le jeu, mais clairement c'est un joueur aujourd'hui qui est qui est sur la fin. Oui, oui, non, non, très, très clairement, Fabregas, moi en début d'année, je le mettais encore, je voulais le voir titulaire un peu, parce que j'osais croire que ça allait redevenir un top joueur, et malheureusement, bah, c'est pas le cas, donc non, il faut tirer un trait sur Fabregas, il faut même, je pense, le laisser partir dès Ouais. cet hiver. Mm. Il doit avoir un gros salaire, très certainement. Ouais, ouais. Ah oui, oui, il a bien, je crois qu'il est à 600 000 Ouais, bon, mensuels, voilà. je crois. Non, non, il est à plus, Donc la signature. voilà, je pense Clairement, qu'il faut ouais, ouais. clairement recruter un. Alors, est-ce qu'on peut reparler de ceux qui avaient fait, qui avaient fait potentiellement partie de recrues cet été? Au final, ça avait été Bakayoko, mais on avait parlé de. Il y a eu Caissier Caissier, ouais. de mémoire et deux, trois autres. J'avoue là que les noms m'échappent un peu, c'était il y a 4 mois. Ouais. Mais voilà, je pense qu'il faut. Il y avait Nzonzi qui revenait assez régulièrement, qui d'ailleurs a eu une procédure disciplinaire, je crois, avec Oui, Galatasaray. c'est Donc, très compliqué, Galatasaray, voilà. on en parle à Lyon du coup. Ouais, ouais. Mais oui, pourquoi pas. Après, bon, voilà, pour le coup, il fait un début de saison catastrophique, lui, Nzonzi. Mais bon, pourquoi pas le relancer chez nous avec Bakayoko. En tout cas, dans l'idée, ce genre de profil-là, oui, mais on en revient encore au point d'avance. Et du coup, si tu recrutes ce milieu de terrain pour être titulaire avec Bakayoko, tu fais quoi de Golovin? Donc, Ouais. dans un 3-4-3. Hein. Donc, Mhm. c'est pour ça. C'est déjà. Finissons le recrutement, là, les 2-3 additions et soustractions qu'il va y avoir cet hiver, et à partir de là, on pourra dire, bon, bah, Ouais. il vaut mieux qu'on joue comme ça. Est-ce que tu penses que pour faire les soustractions, additions, il vous faut mieux un bon caissier? Oh putain. Elle est bonne celle-là. Non, mais tu vois, par exemple, si on chope vraiment un super défenseur central, Ouais. bah pourquoi pas repasser à 4. Oui, 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 pourquoi pas. Mais à l'heure actuelle, non, on peut pas repasser à 4. puis On a essayé, mais c'est pas possible. Et puis un latéral gauche qui soit capable de couvrir aussi un peu mieux son couloir, peut-être. Justement, ça peut aussi jouer. Oui, Si oui, à aussi. chaque fois tu as un latéral, un défenseur central obligé de s'excentrer pour aller couvrir les remontées du latéral qui ne redescend pas ou pas assez vite, voilà. Effectivement, c'est vrai que ça écarte ton bloc et ça met en difficulté tes défenseurs centraux.
C'est aussi important. De toute façon, voilà, on l'a dit, c'est les trois postes. Et d'ailleurs, c'est les trois postes qui sont visés par Petrov, visiblement, et par Monaco. Donc c'est quand même qu'ils ont conscience des problèmes. Ils parlent pas de vouloir, comme à une époque où on disait, vous venez de recruter 5 numéros 10, c'est quoi votre prochain joueur? C'est un numéro 10. Là, c'était un petit peu particulier, là, quand on les avait tous empilés avec Bouchilia et bref. Mais là, ils ont bien en tête qu'il faut défenseur central à gauche et un autre milieu de terrain. Après, la question, c'est qui vont nous ramener, quoi. Oui, ça c'est sûr. Ah, ça, par contre. En tout cas, là où je suis d'accord avec toi, c'est que pour moi, je considère pareil que Fabregas, c'est fini. Pour terminer là-dessus, et que je pense qu'il faut s'en débarrasser le plus vite possible, ne serait-ce que pour l'économie de salaire. Et il fera partie, il pourra être ajouté à cette longue liste des anciennes immenses stars mondiales qui sont venues faire des dernières saisons, ou pas loin en tout cas chez nous, et qui laisseront pas, les Vieri, les Bierhoff, Fabregas. On pourra peut-être faire une émission spéciale Fabregas, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Non. Mais en tout cas, Fabregas, ça permettra de faire la transition aussi avec la dernière partie qu'on va consacrer à Jardim principalement. Jardim, cause de tous les maux. Fabregas fait partie aussi de ces joueurs dans le groupe qui, on semble a priori être plutôt favorable au départ de Jardim, en tout cas contre lui. On sait que c'est un mec qui est venu parce que Henry lui avait demandé de venir. Et puis parce que le chèque était bien fourni aussi. Hein. Mais il est venu en tant qu'homme de Thierry Henry. Thierry Henry est parti 15 jours après. Donc du coup, l'impression qu'avec Jardim, ça s'est jamais vraiment passé. Je pense que Jardim aussi, on le connaît un petit peu, ses tendances un petit paranoïaque, donc peut-être très rapidement il a peut-être pas eu envie de faciliter les choses à Fabregas. Un Portugais avec un Espagnol, ça matche peut-être pas non plus très bien. Hein. Ouais, c'est vrai que ça, l'accent un peu hispanique là, ça marche pas trop. Mais en tout cas, on observe une fracture très nette aujourd'hui avec Jardim, notamment au niveau des supporters, au niveau du public, au niveau du stade, il est sifflé. Avec les joueurs, moi j'en suis pas convaincu. Avec les joueurs, alors là on a des versions, alors j'allais dire des versions différentes, mais en même temps on n'entend pas vraiment l'autre version. Hein. Déjà, moi, le premier point, pour revenir à Fabregas, que Fabregas fasse partie des frondeurs, alors là, j'en ai absolument rien à foutre, parce qu'on a envie qu'il se barre. Il joue plus. Si c'était de nouveau le grand Fabregas, il aurait clairement son mot à dire. Ouais, mais... Là, en l'occurrence, que moi, on me dise « Ah, mais regarde, Jardim, les joueurs, ils veulent qu'ils partent, dont Fabregas. » Ouais, alors, dont Fabregas, ça me suffit pas. Moi, si tu me dis que Ben Yedder, si tu me dis que Golovin, ok. Fabregas, aucun intérêt. Aucun intérêt, je le nuancerai, parce que de ce qu'on a pu lire là, notamment sur les quotidiens sérieux, c'est que Fabregas c'est quand même un leader dans le vestiaire aussi. Oui, mais ça après, de toute façon, dans tous les vestiaires, ça n'existe pas un coach qui fait l'unanimité. Non, bien sûr, mais je veux dire, il fait partie des leaders. Et tu parles de Ben Yedder, 2-3 fois quand la question lui a été posée, il est plutôt. Il répond pas. Il répond pas, il est timide, il est un peu évasif. Oui, mais lui aussi. Mais ça, parce que tu as envie de le. Oui, mais alors, je suis d'accord, on se demande si, mais c'est parce que comme toi, dans ton esprit, tu as envie que ça soit dans ton sens, tu vas te dire, ouais, mais il le dit parce que il soutient plus Jardim, alors qu'en fait, non, il y a plein de potentielles traductions à faire des choses qui sont dites, vu que rien n'est dit clairement. Donc à partir du moment où rien n'est dit clairement, c'était comme, après le match de coupe, tout le monde a dit « Ah, là, les joueurs, ils vous l'ont bien montré. Ils ont complètement abandonné Jardim et on s'est pris 3-0 en coupe. Et les mecs, 3 jours après, on en fout 5. » Donc là, c'est quoi? C'est qu'ils avaient décidé de prouver que... Voilà, ils avaient lâché le coach, on perdait 3-0. Et là, en fait, ils se sont pris en main eux-mêmes. Et enfin, on ne sait pas ce qui se passe. De toute façon, c'est un des gros problèmes de ce club, c'est qu'on ne sait jamais ce qui s'y passe. Mais c'est vrai que ce qui était des discours très tranchés sur la fracture entre Jardim et son groupe, qu'on pouvait lire à la fois, donc c'était avec Romain Molina dans ses vidéos, ou alors qui était aussi repris, parce que je pense que les sources étaient certainement un peu identiques, ou en tout cas
devait se recouper avec ce que peut annoncer souvent Live Team sur Twitter, c'est vrai que c'était très, très marqué. On n'avait pas ça, si on comparait, on n'avait pas ça sur les quotidiens, donc avec des journalistes qui suivent le club, type Pigalle, Matt Ford, ou dans l'équipe, les correspondants. On n'a pas eu cet équivalent-là. Mais quand même, depuis 2 semaines, quand on lit la presse, ça commence ça remonte. Ce truc-là de fond est en train de remonter justement sur ce groupe qui n'est plus franchement derrière Jardim. Oui. Donc ça veut dire que quand même, j'ai l'impression que même eux qui jusqu'à présent ont toujours eu beaucoup, je parle des journalistes de Nice Matin, etc., ont eu jusqu'à présent, je pense, beaucoup de prudence avant de s'avancer sur des choses comme ça, semblent un petit peu plus relayer ce genre de choses. Donc j'ai l'impression que c'est qu'il y a certainement une part de vérité quand même là. Ouais, mais qu'il y ait une part de vérité, encore une fois, ça m'étonne pas. Maintenant, ce que j'aimerais connaître un peu plus le détail. Encore une fois, c'est logique que dans un vestiaire, l'entraîneur ne fasse pas l'unanimité. De toute façon, à partir du moment où t'es pas titulaire, globalement, l'entraîneur, tu l'aimes pas. En tout cas, si t'es un sportif et si t'as un minimum d'envie et de... Comment on dit ? Ouais, de conscience professionnelle, en tout cas, de motivation, que t'as envie de jouer, quoi. Ouais. Si t'es content et que t'es là juste pour ton chèque, je jure que tu peux t'en foutre d'être sur le banc ou en tribune. Ouais. Ou tu peux t'en foutre également si, force est de constater que les résultats collectifs sont parfaits et que, du coup, c'est difficile d'avenir. Mais par contre, à partir du moment où ça commence à partir un petit peu en sucette, forcément, ça crée des tensions. Et donc, je sais pas, moi, encore une fois, Jardim, je suis ni dans le Jardim out, ni dans le tout est beau, tout est rose avec Jardim. Moi, de toute façon, et c'est quand même la chose la plus importante, c'est que je trouve, et c'est pas que le cas pour Monaco, on donne beaucoup trop d'importance au poids de l'entraîneur dans le football. Ce sont les joueurs qui font l'entraîneur et non pas l'inverse dans 99% des cas. Et même les très très grands coachs, au final, ils gagnent parce qu'ils ont tous les joueurs qu'ils veulent, quand ils veulent. Et même ceux-là, ils gagnent pas si souvent que ça. Globalement, de toute façon, tu perds plus souvent que tu gagnes dans le sport. Alors pas si tu parles de match, mais en termes de compétition. Tu perds plus souvent que tu gagnes. C'est quand tu gagnes que c'est un exploit. Et même ces grands coachs-là, Guardiola, encore une fois, depuis qu'il est à City, en Ligue des Champions, c'est quand même pas bon. Et pourtant, il est arrivé, il a dit, ok, l'équipe, elle est déjà monstrueuse, mais vous me changez la défense pour 200 millions. Enfin, quand tu peux te permettre de faire ça, c'est quand même plus facile d'avoir des bons résultats derrière. Et le foot, encore une fois, c'est pas un sport pour moi où l'entraîneur a la même... importance que dans d'autres sports collectifs comme le rugby, comme le football américain, où là c'est clairement le sport même le plus important, où l'entraîneur change absolument tout, vu que tous les jeux de toutes les actions sont appelés par l'entraîneur sur le bord du terrain, c'est évidemment ultra important, même s'il faut encore les bons joueurs derrière. Mais au football, c'est avant tout les bons joueurs. Donc moi je donne aussi peu de crédit à la victoire de ce week-end à Jardim que je lui en enlevais pour le reste aussi. Quand t'as pas des bons joueurs, l'année dernière on avait quand même une belle équipe de merde. Oui, non, ça je suis d'accord. Après, je pondérais un petit peu quand même ce 99% parce que quand même la mise en place tactique, l'animation du jeu, ce que tu es capable de proposer et la façon que tu as aussi de pouvoir t'adapter à ce que fait l'adversaire, tout ça vient aussi beaucoup de l'entraîneur quand même. Oui, mais ça marche de différentes manières aussi. Il n'y a pas qu'une façon de faire. Là où je trouve que l'entraîneur est beaucoup moins important, c'est quand le différentiel de qualité entre joueurs d'une équipe face à une autre est très important. C'est-à-dire, je pense que Tourelle a beaucoup moins d'importance peut-être que dans les succès du PSG, que d'autres entraîneurs quand ils sont obligés de se battre face à une équipe qui est plus plus forte, ou en tout cas, tu vois, eux ils ont tellement d'avance, tellement de marge que entre guillemets, ils savent que ces joueurs vont aussi faire des différences individuelles. Oui, mais voilà. Jardim, il l'a prouvé qu'il pouvait le faire. Et ça, justement, à chaque fois, ça revient. C'est mais forcément, il avait Fabinho, Mbappé, Bernardo Silva, donc c'était plus facile de gagner. Mais oui, parce qu'on en revient encore une fois. C'est les joueurs qui font, c'est pas l'entraîneur. L'entraîneur, il fait avec les joueurs qu'il a. Et quand il est dans les très grands clubs, l'avantage, c'est qu'il peut les choisir. Mais si tes joueurs, ils sont pas bons, t'as beau être le meilleur coach, tu feras rien. Par contre, l'inverse, ça existe. Il y a des entraîneurs très médiocres, a priori, qui ont gagné des très gros trucs. Parce que c'est les joueurs. Et les joueurs, ils n'étaient pas au niveau.
et ceux de la défense pour commencer. Et c'est pas que les choix de Jardim, parce qu'il en a essayé d'autres. Ouais. En tout cas, pour revenir sur le cas Jardim et sur ce succès face à Lille, c'est un succès qui soulève beaucoup d'interrogations, on le disait. Et il y a aussi une ambiance un petit peu étrange, un flou, même au niveau des dirigeants du club. Donc est-ce qu'il faut s'attendre aussi à une rupture entre le club et les supporters? Que va faire Petrov? Que va faire Rybolovlev, puisque c'est lui qui prend la décision finale? Et est-ce que ça ne va pas aussi fragiliser Petrov en cas du maintien de Jardim? On sent que lui, la seule chose qu'il attend, c'est de le soulever en l'air. Hein. Les derniers sons de cloche iraient peut-être pour plus dans ce sens-là, à savoir que Jardim resterait jusqu'à la fin de saison. Maintenant, c'était complètement l'inverse avant la rencontre, et certains même avaient dit, vous en avez parlé lors du débrief, que quoi qu'il arrive, Jardim serait licencié. Mais je pense que dans le quoi qu'il arrive, il disait parce que c'est tellement impossible que peut-être que Monaco va gagner ça, ok, mais ils vont pas en mettre 5, quoi. Et malheureusement, ça s'est passé comme ça, et c'était improbable. Mais pourquoi on en a mis 5 aussi? Parce que les joueurs ont été meilleurs. Encore une fois, moi je donne pas beaucoup de crédit à Jardim pour ce week-end, mais faut pas non plus lui enlever tout le crédit, plutôt tout lui mettre sur la gueule quand ça tourne mal. Oui, même s'il a quand même rectifié les choses, il a proposé un autre système, je pense qu'il y a quand même du crédit parce qu'il a rectifié, voilà. Je suis d'accord, tu rectifies des petits trucs, mais après, c'est encore une fois, c'est avant tout aux joueurs de se prendre en main. Aguilar, enfin, c'est cool, il s'est pris en main, mais il pouvait pas me faire ça depuis le début de saison, peut-être. Enfin, au bout d'un moment, c'est bien qu'il l'ait fait, mais j'espère surtout qu'il va continuer à le faire, quoi. Après, dans l'idée des idées de jeu, de l'animation, il y a des choses qui sont quand même aussi fortement liées à l'entraîneur. Je veux dire, on a des entraîneurs qui arrivent quand même à faire jouer des équipes sans avoir non plus ça, encore une fois, tu vois, par exemple, un mec comme Conceição, quand il arrive à Nantes, on peut pas dire qu'il a des super joueurs non plus, mais il arrive à faire des super choses parce qu'il insuffle aussi un état d'esprit, tu vois, quelque chose alors, tu sais quoi, je suis d'accord, il a pas des super joueurs, ok, mais Nantes, pour le coup, ça a été le cas avec Ranieri, et c'est le cas maintenant avec Gourcuff. Donc au final, c'est qu'ils sont peut-être pas si mauvais que ça, leurs joueurs à Nantes, tu vois. Oui, après, donc au final, ça fait 3 coachs. Oui, après l'effectif a beaucoup changé. Qui arrive à bien les faire jouer. Oui, mais tu vois ce que je veux dire. Et puis d'ailleurs, tu le vois, un mec comme Rongier, ce qu'il est en train de faire à l'OM, c'est vraiment un très très bon joueur. Rongier, il est aux portes de l'équipe de France. Je veux dire, tu vois, t'avais des mecs qui étaient pas forcément très bons, ou en tout cas. Et Bochia quand même, attends, il y a le crack. Mais voilà, donc il y a quand même une influence de l'entraîneur, attention. Ah, mais il y a une influence, mais je trouve qu'on lui donne trop d'importance. Et encore une fois, il faut sortir de notre club et regarder ce qui se passe ailleurs. On se fout de la gueule de Lyon avec leurs entraîneurs, de l'OM, il faut laisser le temps, tu vois, aux choses de se faire. Et alors, justement, en plus tu parles de Lyon, je te coupe, mais est-ce qu'en ce moment il n'y a pas une impression de répéter les choses comme avec Genesio à Lyon, on parlait aussi de Garcia à Marseille, où il y a une ambiance vraiment délétère autour du club? Oui et non, parce que encore une fois, on va revenir au tout début du débrief quand tu parlais du stade et de l'affluence au stade. Quoi qu'il arrive, il n'y aura jamais la même pression que dans ces clubs-là. Non, c'est sûr, mais clairement, tu vois, je trouvais que cette ambiance était vraiment étrange, quoi. Je l'ai vraiment senti. Mais on est encore à encore une fois, vous étiez au stade, et c'est vrai que déjà c'est bien pour bien voir le match, je suppose. Ouais. Et voilà, ça c'est déjà c'était le premier point. Mais non, c'est que j'espère en tout cas qu'on n'arrivera pas aux extrémités lyonnaises, quoi, parce que c'est flippant quand même. Mais en tout cas, parce qu'après, tu parlais de pression au niveau du stade. Je suis d'accord, mais la pression, elle est aussi sur les réseaux sociaux, par exemple. En tout cas, le mécontentement est vraiment variable. Enfin, est vraiment important. Mais c'est pareil, Damien, on n'est que dalle. Enfin, va sur la timeline, à mon avis, Twitter de l'Olympique de Marseille ou du Paris Saint-Germain, et puis la même 24 heures de l'AS Monaco, doit y avoir 200 fois moins de tweets. Oui. Donc potentiellement 200 fois moins d'agressions. Tu vois, c'est ça que c'est que. Tu vois, on n'en parle pas de Monaco. Ils en parlent de temps en temps. Alors. Sur Canal+, ils en ont complètement rien à foutre, mais eux au moins, ça on le sait, vu qu'en plus il y a une petite guerre parce que on veut pas leur parler sur le bord du terrain pendant les matchs, etc. Donc bref. On n'a jamais voulu de toute façon.
Voilà, donc, mais sur Bein Sport, ils en parlent pas non plus des masses, sur RMC non plus, dans l'after, enfin, ça tourne essentiellement autour des... Et même quand on est au top, on parle un peu plus de nous, mais pas tant que ça, donc non, pour moi, ça peut pas être comparé à Lyon et Marseille, les contextes sont beaucoup différents. Mais quand même, on retrouve, il y a quelque chose d'assez identique, alors c'est à des proportions différentes, mais il y a quand même c'est quelque chose en commun, là, qu'on retrouve, je trouve. Oui, mais en fait, pourquoi tu compares avec Lyon et... Parce que pour le coup, tu parlais de Lyon, changement d'entraîneur, du coup, ça m'a fait penser, ça m'a rappelé évidemment le cas Genesio, qui pendant des années, et puis et Aulas qui a dit là, il y a pas longtemps, j'ai cédé à la pression populaire, je leur ai donné satisfaction en changeant Genesio, je me suis planté. Et puis l'autre différence, c'est que, je sais pas, Genesio, il leur a pas donné un titre de champion de France, Genesio, il les a pas amenés en demi-finale de Ligue des Champions. Donc non, c'est oui. Oui, mais du coup c'est que je te dis, c'est vraiment deux contextes différents, extérieurs et même internes. C'est pas pareil. Et puis nous, on n'a pas Jean-Michel Aulas. Oui. Ouais, on a même tout le contraire. Ouais, après, est-ce que Jean-Michel Aulas a toujours... ça, je suis pas sûr. Mais est-ce que c'est pas le principal problème de Lyon aujourd'hui ? Mais c'est encore un autre sujet, ça ne nous concerne pas. Mais en tout cas, oui, tu parles justement de l'organigramme. Et là, on a de nouveau Nice Matin où l'équipe qui rapporte ses problèmes. Rien ne va, c'est l'incompétence des dirigeants sur le domaine du sportif. Même si Petrov a pu... s'entourer de Igor Korneyev pour le conseiller là-dessus, mais on n'a pas de direction sportive, faut dire que Jardim ne peut pas non plus les blairer. Petrov, donc on le disait, qui a reconnu sa responsabilité sur le mercato tardif. Enfin tout ça montre encore qu'il y a un flou, et cette rencontre face à Lille a laissé un flou terrible en fait. On ne sait absolument pas ce qui va se passer. Il suffisait de voir les réactions. Jardim, je ne sais pas si je serai entraîneur en 2020. À la reprise, on ne sait pas. Ben Yedder, est-ce que Jardim est toujours votre coach ? J'en sais rien. C'est-à-dire, c'est quand même incroyable. C'est à quel point, finalement, tout le monde s'attendait à ce qu'il soit viré. J'ai envie de presque, quasiment. C'était presque acté. Et le retournement de situation, d'un coup, rend la chose... on nage dans un truc absolument... on est dans la brume la plus complète, on est dans le flou artistique, c'est absolument incroyable. Pour moi, le seul élément qui pour moi validerait à 100% que Jardim doive partir, c'est si le vestiaire, vraiment, et je te parle pas de 3-4 mecs, l'a vraiment laissé tomber et qu'ils ont envie de passer à autre chose. Si c'est d'autres raisons internes au club ou que c'est quelques mecs dans le vestiaire... Pour moi, il doit rester en place jusqu'à la fin de saison et repartir par contre l'année prochaine sur un nouveau cycle avec un nouveau coach. Et encore une fois, ok, Jardim s'en va, très bien. Et c'est qui vient ? Pour l'instant, pas grand monde a l'air de vouloir. Bon, voilà. Donc, et puis même là, de toute façon... Le plus sérieux, c'était Laurent Blanc, histoire de chasser les idées noires, mais... D'accord. Mais Laurent Blanc, si Laurent Blanc vient, ça fera polémique. Enfin, clairement. Oui. Ça fera des... Franchement, c'est ça pas fera Laurent débat Blanc, aussi. je crois que je préfère encore regarder Jardim. Parce que t'auras tout le monde en mode mais Laurent Blanc, s'il vient pas avec Jean-Louis Gasset, ça sert à rien. Voilà, donc ça va être fatigant aussi. Si c'est Gallardo, ça va être. Si c'est Gallardo, ça va être. Bon, Gallardo apparemment ça ne le fera pas, mais moi, vous savez quoi, Gallardo, j'ai presque envie qu'il vienne pas pour une raison, c'est que de toute façon, un entraîneur, ça se termine toujours mal. Toujours mal. Alors tous, avec Deschamps ça s'est mal fini, avec Wenger ça s'est mal fini, avec Tigana ça s'est mal fini. Ça se finit toujours mal avec les grands entraîneurs, et même dans les grands clubs, ça se finit rarement bien, que ça me ferait tellement chier que ça soit pareil avec Gallardo, comme ça a été avec Henry un peu, tu vois. Henry, pour moi, c'était un de mes joueurs, et au final, ça a tout niqué, quoi. Et, ça a détruit l'enfant qui était en toi. Un petit peu, tu vois. Et j'ai pas envie qu'il se passe pareil avec Gallardo, parce que de toute façon, ça va se passer comme ça. Ça n'existe pas, le coach qui part sur un titre. Enfin, si, ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est ultra rare. Donc, non, moi, à l'heure actuelle, il n'y en a aucun qui
qui me fait envie là. Pourtant, des il y a coachs. du monde, hein. Pourtant, il y a du monde hein, sur le marché. Pochettino, Allegri. Non, mais- Oui, après, Non, bon, mais là, alors, si- non, mais on est d'accord. Mais entre guillemets, le choix, il y en a. Hein. Oui. Là, il y a du monde. Oui, hein. mais bon, là c'est trop, parce que tu vas me dire, ouais, mais on avait eu Ranieri. Certes, on avait eu Ranieri, Oh, mais les en plus, non, mais c'est vrai que c'était, pour le coup, c'était un Mais ovni. Ranieri, mais bon, oui, mais Ranieri, c'était un coach qui était sur la fin, de toute façon. bah, sur la fin, je sais pas, parce que, mais c'est vrai que quand tu vois plutôt depuis ses autres choix de carrière, Oui, bah, entre évidemment, entre Leicester, où il a eu son ça a été premier une titre, réussite, finalement, mais après ça, du coup. il est allé aussi à Nantes, donc il était déjà parti dans un délire un peu d'aller un peu partout, quoi. Ouais, bien sûr. Je Mais suis pas c'est sûr vrai que Pochettino est. Oui, non, clairement, Pochettino, il veut sans doute franchir la marche supérieure, mais en tout cas, il semble qu'il y a quand même du monde disponible sur le marché aujourd'hui, donc peut-être que, entre guillemets, si on veut avoir le choix, peut-être agir rapidement, je ne sais pas. En tout cas, c'est difficile tout ça à dire. Pour terminer, Et Roland Courbis. ouais, moi j'ai toujours bien aimé Roland Courbis. Moi aussi, mais parce que Ça va faire chez Boris, je mais- pense que ça fait 20 ans qu'il attend que ça. Il En attend fait. que ça, ouais. Mais tu vois, c'est aussi quelque chose qu'on disait avec Boris, on en parle entre nous, mais je pense qu'il y a des entraîneurs, ils ont, un peu comme Ancelotti, tu vois, par exemple, ou Mourinho, ils ont perdu le truc. Ils ont plus le truc. Alors, il les faut pas chez nous, alors. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu as l'impression que c'est des mecs qui, ça y est, ils enchaînent quelques échecs et que ça semble dessiner, précipiter une fin de carrière. Comme s'il y avait aussi un décalage peut-être générationnel qui fait que les mecs à un moment donné ça marche plus. Ils ont gagné il y a pas si longtemps que ça, tu vois. Non mais je suis d'accord, mais Moi tu je veux vois, bien, mais encore une fois, c'est ce que je disais Ancelotti tout reste à l'heure. sur 2 Globalement, échecs, tu perds. Naples c'est moins Oui. bien. Ça c'est plus Mais forcément oui, le mais- mec qui est courtisé, alors que tu vois à un moment donné quand le Real Madrid se cherche un entraîneur, ils vont pas forcément se pencher vers Ancelotti par exemple, bon, s'ils avaient déjà donné, mais tu vois d'autres clubs vont pas forcément se pencher sur des mecs comme ça. T'as l'impression qu'ils sont sur leur fin, qu'ils arrivent moins à parler aussi à une nouvelle génération. Peut-être qu'il y a un décalage qui se crée, le discours passe moins, les idées passent moins, c'est possible aussi, hein, tu sais. Et j'ai l'impression qu'il y a certains mecs qui sont un peu comme ça, aujourd'hui. Qu'il y ait un renouvellement, très certainement. On arrive à la fin. Déjà, il y avait eu la fin d'une première heure il y a quelques années avec Ferguson, qui était quand même là depuis très longtemps. Wenger aussi, qui était peut-être un petit peu plus vieux que les mecs là qui maintenant tu viens de citer, qui arrivent et qui sont peut-être en bout de parcours. Malgré tout, T'as ce que je Unai viens de dire, Emery qui est sur le marché aussi. ils sont en bout de parcours, mais ils ont gagné des gros trophées il y a pas longtemps. Mourinho, il soulève encore l'Europa League il y a pas longtemps. Ancelotti, la Ligue des Champions, il l'a soulevé il y a moins longtemps que Guardiola. Hein. Donc moi je veux bien tout ça, mais encore une fois, une carrière, et a fortiori d'entraîneur, c'est plus fait de désillusions que de réussite. Hein. C'est pour ça, quand il y a des réussites, il faut leur donner énormément d'importance. Ouais. Et oui. En tout cas, bon, nous, on ne sait pas encore sur quoi on va continuer, donc difficile d'attendre de faire entre guillemets un pronostic sur 2020. Difficile de prédire, il y a des variables qui sont, je pense, là pour l'instant beaucoup trop nombreuses au moment où on est en train d'en parler. On peut juste imaginer que on va recruter quand même pour renforcer certains postes de l'équipe, même si certains disent qu'on n'a pas besoin de se renforcer. En tout cas, Petrov a promis des ajustements de l'équipe. Voilà, c'est la seule chose qu'il a lâché en conférence de presse, parce que cette conférence de presse, j'ai l'impression qu'elle avait pas pour but de se terminer comme ça. À mon avis, il y avait peut-être une plus grosse info à venir. Mais oui. La dernière rencontre a dû forcément un petit peu jouer et modifier. Il a dû caviarder un peu son discours, je pense. Mais voilà. Donc difficile à dire un pronostic. Non, difficile à dire un pronostic. Malgré tout, si on arrive à faire ne serait-ce qu'un très bon choix au mercato d'hiver, que ce soit au milieu ou au poste de latéral gauche, avec l'équipe quand même qui a déjà en place, les mecs sur le terrain, moi je reste confiant quand même. Je reste confiant parce que je me dis c'est pas possible, on a trop de bons joueurs pour pas être top 5, voire même podium, quoi. Enfin, on a que des internationaux, je sais plus, avec Boris, je crois que j'en parlais après un débrief la dernière fois avec Patrice. Ils sont tous internationaux de leur pays, tous, donc c'est des bons joueurs.
sur le papier, il n'y a pas. Encore une fois, il ne faut pas compter le Paris Saint-Germain, c'est une autre planète. Mais sur le papier, on est mieux que Marseille, on est mieux que Lyon. Donc, et le match de ce week-end nous prouve que quand ces joueurs-là jouent ensemble, ça peut faire des très beaux matchs. Maintenant, il faut trouver le déclic. Et le déclic, si les joueurs ont décidé qu'ils avaient décidé de foutre la merde et de lâcher Jardim, alors il faut vite le changer. Si c'est pas pour ça, c'est aux joueurs de se prendre en main. Ouais. On lâche Jardim, mais c'est à vous de vous prendre en main. De toute façon, le ballon, il est entre vos pieds. Donc c'est à vous. Je te dis, trop d'importance au coach, encore une fois. En tout cas, au niveau de ce qu'on avait prédit pour l'émission pronostic, toi tu étais sur le podium, tu maintiens? Ouais, je crois que j'étais sur le podium. Bah oui, je maintiens. On est à quoi? On est à 6-7 points. On est à 5 points de Rennes. On est à 5 points, on a un match en retard, mais eux aussi. Rennes aussi, ouais. À Nîmes. Donc a priori, un match plus facile. Oui, ouais, forcément plus facile de toute façon que de jouer le PSG. Donc non, moi je reste sur ça. Non, le seul truc que je changerais, moi, ça serait... j'avais pris un risque, mais en fait, je vais remettre Ben Yedder comme meilleur buteur. Oui, là, je pense qu'il est trop bien parti. Mais sinon, non, sur le reste, Maripane en mauvaise recrue. Ouais, non, c'est bien. Tout me paraît bien. Ok. Et Jérôme, s'il y a moins que tu aies quelque chose à dire en plus sur ce bilan, je te propose qu'on en reste là. Oui, on va pouvoir conclure. Se quitter. Voilà, donc écoutez, en tout cas, une première partie de saison qui a été un peu irrégulière, en montagne russe. On a eu des bons moments comme des plus difficiles. Nous, de notre côté, en tout cas, on est très content d'avoir pu proposer tout ce qu'on vous a proposé tout au long de cette première partie de saison depuis le mois de juin. Et il y aura encore des nouvelles choses à partir de 2020. Donc restez bien évidemment connectés sur nos antennes, sur nos réseaux sociaux pour suivre tout ça. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. On peut dire Rome qu'on avait quand même, on était censé être avec Boris, mais qui nous a lâché au dernier moment. Voilà. Je pense que vous pouvez nous remercier, les auditeurs, parce que sa connexion était encore pire que d'habitude. Voilà, donc et pourtant il n'était pas chez lui. Donc justement, en fait, c'est lui en fait qui doit dégager des mauvaises ondes. Voilà, et sur cette terrible déception pour lui, messieurs dames, nous vous quittons. Passez de bonnes fêtes. Vous avez déjà Noël. Passez une bonne année. Et puis on se retrouve en 2020. Salut et Daguet Mounegou. Et bisous.